Tous les arguments peuvent être entendus. Et nous y tenons beaucoup, la commission particulière du débat public, d'entendre les arguments, parce qu'on ne vit pas le débat public comme un référendum, pour ou contre le projet. C'est pas vraiment ça qui nous intéresse. Le débat public, c'est long, ça coûte cher. Ce qu'on veut, c'est recueillir des arguments, qu'on puisse reprendre notre rapport et questionner l'État sur les arguments que nous aurons entendus. Recueillir vos questions, vos recommandations, vos alternatives au projet. Ça, c'est prévu dans le Code de l'environnement. Le Code de l'environnement, il prévoit que dans un débat public, on puisse parler de l'opportunité du projet, faut-il le faire ou pas, les alternatives possibles, et nous aurons un travail sur ces alternatives dans la seconde partie du débat public, nous y reviendrons. Et puis enfin, synthétiser les avis et propositions dans un compte-rendu, et l'État a obligation d'y répondre. Et nous-mêmes, commission du débat public, nous porterons un avis sur les réponses qu'aura faites l'État à notre rapport. C'est tout simple. Ceux qui souhaitent intervenir lèvent la main. Vous attendez qu'on vous donne la parole, le fameux micro, pour qu'on puisse enregistrer les débats. La réunion est enregistrée, on l'a dit, et tous les échanges, notamment les enregistrements, seront sur le site du débat. Je vous laisse 48 heures simplement pour qu'on puisse y être. Des questions qui tournent autour de l'opportunité de développer ou non ce projet, mais également autour de sa localisation et autour de sa puissance. Donc, l'État a proposé, a mis dans le panier de la mariée, comme disait hier monsieur Picot, une proposition qui est celle qui est établie ici, c'est-à-dire la question d'opportunité demeure évidemment. Pour ce qui est de la question de la localisation, on propose une zone de 300 km² en mer, où poser un premier parc d'une puissance comprise entre 500 et 1000 MW pour une entrée en production à l'horizon 2030, le temps que tous les travaux et les études soient faites et le choix du lauréat, etc. Et puis, on a une seconde question qui porte sur la possibilité d'envisager un deuxième parc d'une puissance de 1000 MW maximum, dont le raccordement pourrait être commun avec le premier parc. Masson, comité régional des pêches Nouvelle-Aquitaine, M. Volchon n'ont pas du tout été concertés pour les 300 km². Certes, pour les 120, même si la concertation peut être discutable, comme vous l'a expliqué hier mon collègue, mais pour les 300 km², les pêcheurs n'ont pas été consultés. Merci, le petit pentagone rose là. Et je voulais revenir sur les impacts environnementaux de tels projets, notamment l'impact acoustique, et notamment pour ce qui m'intéresse, l'impact acoustique sur la ressource halieutique. À titre d'exemple, désolée, je vais avoir besoin de ma feuille pour ça, le niveau de pression acoustique d'un battage de pieux de 3 mètres de diamètre à 30 mètres de la source est de 205 décibels. Et au-delà de 180 décibels, cela peut provoquer des lésions chez les poissons, quitte à provoquer même leur mort pour les poissons notamment dont la vessie natatoire est connectée à l'oreille interne, donc ça sert d'amplification du son pour les poissons. Et ça, c'est sans compter tous les autres impacts que je ne vais pas mentionner ici, j'aurais pas le temps pour ça. Quant à la remarque sur les 205 décibels, bien sûr, il y a aussi des bateaux qui ont un impact à ce moment-là sur l'environnement. Il y a des moteurs qui ont des puissances de 180 décibels par exemple. Je pense que ça, votre remarque est juste. C'est tout à fait vrai que les décibels vont avoir potentiellement un impact sur les poissons. Donc on le sait en période de construction du parc. Et on va essayer de faire en sorte que les travaux soient menés avec des calendriers particuliers en fonction soit des migrations, soit des reproductions. Et on peut faire de l'effarouchement, on peut faire différentes choses dont on peut parler. Que se passe-t-il au bout de 25 ans? Est-ce qu'elles sont démantelées? Est-ce qu'elles sont rénovées? Ça, c'est la première chose. Et ça pose aussi la question juridique de madame, de tout à l'heure. La deuxième chose, c'est quel est le voltage des tuyaux que vous avez évoqués tout à l'heure en sous-sol. Je crois que c'est du 20 000 volts, mais à préciser, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a une étude d'impact sur les basses tensions et sur des études d'impact en préventif, je veux dire, pas une fois qu'on a installé, on regarde les effets sur la faune, etc. Des études qui sont faites avant.
Est-ce que ces études ont eu lieu? Est-ce qu'il y a eu des études d'impact sur notamment les tracés migratoires des oiseaux? Donc, est-ce que ça a été fait? Est-ce que vous pouvez en produire? Et j'oublie rien. Oui, et la taille de ces éoliennes, c'est l'équivalent d'une tour Eiffel, à peu près, un peu moins d'une tour Eiffel. Et quand je vous entends dire que petit à petit, finalement, toute la façade atlantique va être couverte, puisqu'il faudra bien, à un moment donné, produire l'électricité par rapport aux gigawatts que vous avez évoqués, cela veut dire en fait que nous aurons des tours Eiffel, finalement, tout le long de la côte, pas seulement ici, mais partout. Donc voilà, est-ce que vous pouvez donner des précisions techniques à la fois sur les études d'impact qui ont été faites avant et aussi sur la durée et le démantèlement? Merci. Alors pour l'instant, pour répondre à votre première question, je crois que c'était sur le démantèlement, donc sur la durée de vie, donc effectivement 25-30 ans, et pour le moment, à l'état actuel de la technologie, les éoliennes sont démantelées à la fin de la production. Ceci dit, comme pour le terrestre, ça progresse très vite et il y a des expériences en ce moment de ce qu'on appelle le repowering, donc c'est de réutiliser les mâts éoliens. Voilà, je suis incapable de vous dire dans 25 ans ce qu'on sera capable de faire parce que ça évolue extrêmement vite, mais j'espère qu'on pourra faire du repowering. Pour ce qui est de peut-être une réponse simplement aussi sur le fait qu'il va y avoir des éoliennes partout, sur 3000 km², surtout au sud Atlantique. Bon, je pense que voilà, on va déjà mettre 10 ans à développer un parc et pour une entrée en production sur 65 km². Je pense qu'il ne faut pas aller trop vite non plus, c'est une conclusion quand même très hâtive. C'est-à-dire que vous voyez, 65 km², 10 ans, ça veut dire que pour 650 km², on mettrait 100 ans et pour 3000, on mettrait enfin, en termes d'échelle de temps, vous voyez, avant que la façade atlantique soit couverte de parcs, ça va prendre extrêmement longtemps. On remarque qu'il y a beaucoup de questions dans la salle et que là, on est déjà en train d'engager un dialogue technique sur les impacts. Aux réponses de M. Voss, notamment, il y a quand même une question sur les 300 km², l'interpellation. Oui, alors l'interprétation sur les 300 km², peut-être que vous considérez que vous n'avez pas été consulté pour l'établissement de cette zone. C'est quand même passé par 2 ministères qui ont des relais en région, qui ont des relais notamment pour l'un d'eux, le ministère de la Mer, auprès de différentes DIRN et DDT. Donc, qu'est-ce qui n'est pas vrai? Mais donc, ils ont effectué leur travail et le début de la concertation, c'est aujourd'hui dans le cadre du débat public. On va avoir 4 mois pour en discuter et je pense qu'on est très loin d'avoir terminé. Je prends l'exemple du parc de Saint-Nazaire, qui n'est pas très loin de chez nous, où on développe, où un groupe de travail existe entre les pêcheurs, l'industrie et l'État depuis le lancement du projet, et ça se passe très bien. Donc je pense que c'est surtout sur ces expériences positives qu'il faut capitaliser.